La drépanocytose est notamment due à un défaut cellulaire. Pour comprendre d'où vient ce défaut, il faut observer le phénotype moléculaire puisqu'il est responsable de tous les autres niveaux de phénotype. En comparant la séquence d'ADN d'un individu sain et d'un individu malade, on voit que le codon GAG a été substitué par le codon GTG. C'est une mutation par substitution. Nous pouvons tout de même espérer que le codon GAG et GTG codent pour le même acide aminé. Mais malheureusement, en observant la séquence peptidique, on voit que l'acide glutamique a été substitué par la valine. Mais ensuite, la formule semi-développée de l'acide glutamique et de la valine nous montre que l'acide glutamique a un COO- en plus de la valine, donc elle a une charge négative en plus. Chez un individu sain, il y a une charge négative en plus, et cette charge négative va permettre à l'hémoglobine de se dissoudre dans le cytoplasme. Alors chez un sujet malade, les hémoglobines auront une forme en faucille, elles seront cassantes et elles vont former des polymères rigides. La circulation sanguine sera alors perturbée et cela provoquera une anémie sévère. Le développement de certains organes sera perturbé. Voilà. La survenue de crises douloureuses, nous recommandons aux patients malades de respecter 10 règles d'or. Donc la première est de bien se laver le corps et les dents pour éviter les microbes provoquant des infections. Ensuite, surveiller sa température, voir un médecin évidemment. Il faut beaucoup boire, environ 3 litres d'eau par jour. Il faut veiller à ne jamais manquer d'oxygène pour éviter les endroits mal aérés, les hauteurs de plus de 1500 mètres, etc. Après, il faut avoir une bonne alimentation riche et variée, surveiller la couleur des yeux et des urines, éviter tout ce qui peut ralentir ou bloquer la circulation du sang, comme les vêtements, avoir un bon état dentaire et se donner et respecter une bonne hygiène de vie. En général, quand le patient applique ces règles, les douleurs des crises douloureuses sont atténuées et ils ont moins besoin d'antalgiques, ce qui est très bien. Alors, les individus atteints de la drépanocytose présentent généralement des symptômes caractéristiques, comme par exemple les essoufflements chroniques, les palpitations cardiaques ou même une couleur de leurs lèvres qui devient bleutée. Au niveau tissulaire, les capillaires sanguins sont généralement obstrués par les globules rouges, ce qui mène donc à des accidents cardiovasculaires et donne ensuite à des lésions tissulaires qui sont très très douloureuses, comme par exemple au niveau des muscles, du foie, des poumons et des os. Les individus atteints de la maladie sont généralement confrontés à des aggravations de leurs infections, comme par exemple l'aggravation des anémies ou une favorisation des occlusions vasculaires. Mais les individus atteints de la drépanocytose sont aussi sujets à des complications plus ou moins importantes, comme par exemple un retard de croissance ou une puberté qui est plus tardive. Mais les individus atteints de la drépanocytose sont aussi généralement sujets à des aggravations et à des complications beaucoup plus importantes, comme par exemple les insuffisances rénales, l'arthrose, l'ostéoporose ou même les hémorragies intra-auriculaires, les hypertensions artérielles, pulmonaires ou les calculs biliaires. Donc les traitements possibles pour soigner la drépanocytose ou au moins la soulager, les plus courantes sont les transfusions sanguines, les prises en charge des crises douloureuses et surtout la greffe de moelle osseuse qui est la seule méthode curative pour la drépanocytose. Pour commencer les transfusions sanguines, donc c'est un outil qui vise à transfuser le malade avec un sang qui est sain, qui vient d'un donneur sain et compatible et qui vise en fait à rétablir le nombre de globules rouges en cas d'anémie aggravée chez le patient. En cas de complications graves, des échanges transfusionnels appelés aussi érythrocytaires sont proposés. C'est lorsque le sang du malade est partiellement remplacé par le sang de l'individu sain. Cependant, les transfusions sanguines sont remises en doute puisque dans certains cas, le système immunitaire du patient malade ne reconnaît pas le sang qui a été injecté et donc essaye de le rejeter, ce qui remet donc en cause les bienfaits de la transfusion sanguine. Ensuite, nous allons parler de la prise en charge des crises douloureuses. Par exemple, en cas de crise vaso-occlusive, les antalgiques sont les meilleurs moyens de soigner le patient ou du moins de le soulager.
Si la douleur persiste, un séjour à l'hôpital est recommandé. En cas de séjour à l'hôpital, la dose d'antalgique pourra être augmentée ou même plus concentrée et on peut même venir à faire une transfusion de morphine ou de dérivés de la morphine en fait, qui permettent de soulager vraiment la douleur. Généralement, la prise d'antalgique est compensée d'oxygénothérapie, donc c'est une technique médicale qui vise à donner à l'individu malade un air qui est plus sain, qui est riche en O2. Pour diminuer l'occurrence des crises douloureuses, l'hydroxycarbamine est généralement conseillée et peut être prescrite par le médecin. Ce médicament permet d'augmenter le taux d'hémoglobine présent dans le corps du patient, qui est généralement trouvé en faible quantité dans son corps. Le taux d'hémoglobine faible chez le patient est appelé taux d'hémoglobine fétale. Cependant, son efficacité peut diminuer avec l'âge et peut ne pas être reconnue par le corps de tous les malades et donc cela peut conduire à des problèmes de fertilité chez les hommes. Pour finir, le seul traitement curatif pour la drépanocytose, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la greffe de moelle osseuse. Donc, cette moelle osseuse contient en effet des cellules souches qui produisent des cellules sanguines, dont les globules rouges. Donc généralement, ce sont les cellules souches de la moelle osseuse du patient malade qui sont détruites et remplacées par celles de la moelle osseuse qui est saine, donc d'un patient sain. Cependant, il est très difficile de trouver des donneurs qui soient compatibles et surtout l'opération de greffe de moelle osseuse n'est pas sans risque et surtout elle est très très chère. Bonjour, je suis épidémiologiste et je travaille sur la drépanocytose, qui est une maladie génétique. Et donc, nous allons vous montrer un exemple d'arbre généalogique dont la famille a eu des traces de cette maladie. Nous pouvons voir qu'il y a des parents qui sont porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils présentent un allèle HBA qui est sain et dominant, et un allèle HBS qui est malade et récessif. Les porteurs sains sont des personnes possédant un allèle malade, mais qui n'ont pas la maladie, car l'allèle HBA sain est dominant sur l'HBS. Pour que la maladie soit déclarée, comme un individu soit malade, il faut qu'il possède deux allèles HBS. Alors, avec ces parents porteurs sains, il est possible, entre guillemets, d'avoir trois types de descendance. Alors, soit ils auront un enfant sain, totalement sain, qui aura donc deux allèles HBA, soit un enfant totalement malade, qui aura donc deux allèles HBS. On dira donc de cet enfant qu'il est homozygote, il possède deux allèles identiques. Ou alors le troisième cas, c'est comme ses parents, il sera porteur sain, il aura donc un allèle HBA et un allèle HBS, mais il ne sera pas malade. Et le souci d'un enfant malade ou d'un enfant porteur sain, c'est qu'il peut lui aussi transmettre à sa descendance la maladie. Bonjour, je travaille aussi sur la drépanocytose en tant qu'épidémiologiste. Je vais vous parler de la variabilité de la maladie de la drépanocytose, des interactions entre génotype, phénotype et environnement. Lors d'un effort physique important ou lors d'une exposition de l'organisme à l'altitude, l'hémoglobine se désature en oxygène. On assiste à une falciformation accélérée, ce qui indique une intervention de l'environnement sur le phénotype de l'individu atteint de drépanocytose. Toute condition désaturant l'hémoglobine en oxygène est un facteur de risque de falciformation chez les sujets drépanocytaires. Les séjours en altitude sont dangereux et la pratique de sport leur est interdite. Avant tout vol en avion, des conseils sont donnés pour éviter les risques d'accident. Plusieurs facteurs peuvent favoriser les crises de drépanocytose, comme par exemple la déshydratation, le ralentissement de la circulation sanguine, une mauvaise position, le froid, la fièvre, les infections. Il faut donc combattre la fièvre avec des médicaments et boire beaucoup. Surveiller sa température. Tout ce qui fait consommer de l'oxygène en plus favorise la crise. Tout ce qui désature l'hémoglobine en oxygène déclenche une déformation de l'hématie. De nombreux facteurs de l'environnement agissent sur le phénotype d'un individu atteint de drépanocytose. En effet, la vie en altitude. Par exemple, au-delà de 1500 mètres, le risque augmente si l'on n'est pas en condition physique optimale. Mieux vaut éviter les altitudes au-delà de 2000 mètres. Contrôler les autres facteurs, comme le froid, la neige, les efforts physiques. Les voyages en avion, la pressurisation des avions correspond à une altitude de 1500 à 1800 mètres, ce qui constitue un risque
certains de crises douloureuses à cause de la baisse d'oxygène. Il faut boire abondamment, éviter la station assise prolongée, le froid et les vêtements trop serrés. À la mer, à la piscine, attention aux écarts de température entre l'air et l'eau, source de crise. L'alcool qui est toxique et contre-indiqué chez les drépanocytaires. Et enfin, le tabac qui est très nocif pour les drépanocytaires dans la mesure où il diminue l'oxygène dans le sang. La drépanocytose est due à la mutation d'un gène localisé sur le chromosome 11. Cela cause une anomalie de l'hémoglobine, qui est le constituant principal du globule rouge et assure le transport de l'oxygène dans le sang pour ensuite le distribuer à tous les organes. La maladie se manifeste par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le manque d'oxygénation des tissus. La drépanocytose est une maladie génétique autosomique récessive. Pour qu'elle se déclare, il faut que chacun des parents transmette un allèle muté à leurs enfants. La drépanocytose est particulièrement présente dans les populations d'origine méditerranéenne, africaine et antillaise. Elle est également présente en Inde, en Amérique du Sud et surtout au Brésil. Quand l'anomalie génétique n'est présente qu'à un seul exemplaire, elle confère une résistance naturelle au paludisme, ce qui explique qu'elle soit plus fréquente dans ces régions très exposées au paludisme. Il y a peut-être un espoir pour la drépanocytose, c'est la thérapie génique. Donc on prélève sur le patient les cellules à traiter en laboratoire, on modifie un virus pour le rendre inoffensif et compatible avec les cellules à traiter. Puis on insère un gène correcteur dans l'ADN ou le virus. Le virus libère le gène correcteur dans les noyaux des cellules. Les cellules du patient intègrent le gène correcteur. Et enfin, on réinjecte les cellules dans le corps du patient. Bonjour à tous, je suis Monsieur Villiers, je suis directeur de campagne qui a pour but de récolter des dons afin de faire des recherches et espérer atteindre un jour la guérison de la drépanocytose. Nous organisons régulièrement des campagnes en France, mais aussi en Afrique, pour le don de moelle osseuse. Avec notre slogan « Une moelle osseuse peut sauver une vie », nous faisons le tour des villes et villages de France afin de sensibiliser les personnes pour qu'ils puissent donner leur moelle. Alors, notre prévention est du type secondaire, c'est-à-dire que nous visons à diminuer la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le nombre d'individus malades à un instant donné. Nous utilisons donc le dépistage des maladies. Nous faisons des campagnes à la fois de dépistage et de don de moelle osseuse. Le dépistage, nous analysons le sang dans nos laboratoires spécialisés et nous récoltons aussi des moelles osseuses saines, compatibles pour des malades. Alors, la drépanocytose provoque une anomalie de l'hémoglobine où les globules rouges peuvent bloquer les petits vaisseaux sanguins. Le résultat est une liaison tissulaire, un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications. Chaque patient paie en moyenne près de 2000$ par année pour gérer la maladie, en tout cas aux États-Unis. La drépanocytose, comme de nombreux problèmes de santé chroniques, est livrée avec un grand coût financier. De nouvelles recherches montrent que le coût annuel des soins dépasse près d'1 milliard de dollars aux États-Unis. Nous n'utilisons, nous, pas moins de 80€ pour faire dépister un allèle. Nous sommes donc dans la recherche de dons d'ordre financier car il faut promouvoir notre association et combattre la maladie. Ensemble, nous pouvons y arriver. Enfin, la thérapie génique constitue un espoir de guérison pour la maladie. On prélève des cellules à traiter sur le patient en laboratoire. On modifie ensuite un virus pour le rendre inoffensif et compatible avec les cellules à traiter. Puis on insère un gène correcteur dans les cellules, dans l'ADN ou le virus. Ce virus libère le gène conducteur dans les noyaux des cellules. Les cellules intègrent le gène conducteur. Enfin, on réinjecte les cellules dans le corps du patient. Grâce à cette thérapie génique, en octobre 2014, un jeune garçon qui souffrait de la drépanocytose ne souffre plus des crises dues à l'occlusion de petits vaisseaux par des globules rouges déformés. Il n'a plus besoin de transfusion sanguine et a repris ses activités physiques et scolaires normalement. 9 mois plus tard, plus de la moitié de l'hémoglobine est normale. Des cellules souches ont été prélevées dans son organisme et une copie normale d'un gène de l'hémoglobine réintroduite dans ses cellules
précisent les scientifiques. 9 mois après avoir reçu cette greffe, de cellules corrigées, le patient se porte bien et produit environ 51,5% d'hémoglobine normale. Donc,